Salut les amis, c'est Diane. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier numéro de Un pontre de culture avec mon ami Mathieu. Aujourd'hui, pour commencer les festivités, nous allons parler tout simplement de son expatriation au Canada en replaçant le contexte. Nous allons faire cette émission en deux parties. Tout d'abord, les démarches avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait, comment c'est venu. Ou comment ça a été compliqué pendant une année entière. C'est ça. Et dans la seconde partie, nous allons parler de son arrivée, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il s'est habitué au Canada, ce qui n'est pas toujours évident, et à la culture du coup québécoise. Il faut savoir avant toute chose que nous n'avons pas parole d'évangile, donc ce que va dire Mathieu n'est pas forcément d'actualité, puisqu'il parle quand même d'une démarche qui a 4 ans. D'ailleurs, j'ajouterais avant de continuer que cette démarche, on va y venir plus loin, mais la procédure que j'ai suivie, c'était la dernière année où on pouvait la suivre comme moi je l'ai suivie, après ça a encore changé, et les démarches d'immigration, les demandes d'immigration sont très régulièrement modernisées, modifiées, etc. Donc on va parler de mon parcours en 2016, et sachez bien que le meilleur moyen de vous renseigner sur une expatriation et de la réussir, c'est d'aller sur les sites officiels et pas vous contenter de sites obscurs ou encore de témoignages comme les nôtres comme base de réflexion. C'est ce que je voulais absolument dire dès le début. En sachant que pour nous poser vos questions, bien sûr, vous aurez la zone des commentaires et vous aurez aussi nos réseaux sociaux que vous pourrez retrouver dans la description. On peut d'ailleurs ajouter que si vous me posez à moi des questions ou à Diane, précisez-le d'une manière ou d'une autre et on se fera un plaisir de vous répondre, l'un, l'autre ou les deux, selon les disponibilités et les sujets. Voilà, tout à fait. L'émission est faite aussi pour vous informer, mais aussi pour partager. C'est un partage. Le pont entre les cultures, c'est faut aller dessus, c'est pas juste non. C'est pas on peut se mettre au bord du pont et observer un petit peu, on peut aller dessus. Non. On peut, mais l'idée c'est, on l'a traversé, enfin Mathieu l'a traversé et pour ceux qui veulent le traverser, du coup ils ont les conseils de quelqu'un qui l'a fait et je pense que les choses on apprend mieux quand on a quelqu'un qui a vécu une expérience. Donc on va commencer des petites questions, il y en a quelques-unes, on va parler de ton parcours du coup. On va partir déjà de ton enfance, le Canada. Est-ce que c'était un pays qui te fascinait? Est-ce que tu étais vraiment attiré par le Canada ou pas forcément? Alors si on parle de l'enfance en soi ou de quand j'étais petit, j'ai vécu en campagne pendant 20 ans en France avant de partir pour la ville au moment de mes études, le lycée puis les études supérieures. Donc, qu'est-ce que je connaissais du Canada? Les clichés habituels, les caribous, le grand froid, les chiens de traîneau et tout le reste, tout ce qu'on nous apprend. Et puis, avec le recul, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les questions qui sont posées là, on y a réfléchi avant, c'est préparé. Donc, j'ai pu y réfléchir et je peux te dire une chose amusante, c'est que j'avais effectivement les clichés du Canada, mais on ne parle pas du Canada dans notre éducation. On parle des États-Unis, mais on ne parle pas du Canada. Et la conséquence de ça, on y reviendra peut-être dans d'autres émissions si les circonstances s'y prêtent. La conséquence de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que le Canada fait partie des États-Unis, alors que pas du tout. Donc, au niveau de mon enfance, oui, je savais que le Canada existait. J'étais la neige, tout ça, le grand froid, ça me faisait sourire. Mais la découverte du Canada et l'envie d'aller au Canada ne vient pas de là. Elle est plus récente que ça. C'est-à-dire que en 2006, je suis allé aux États-Unis pendant une dizaine de jours pour aller voir mon frangin qui était en échange aux États-Unis, à côté de Boston et de Boston, pardon. Pas de souci. Boston là-bas et Boston ici. Donc, je suis allé le voir pour mes 20 ans et il se trouve que mes parents ont toujours des amis qui vivent à côté de Trois-Rivières, qui vivent donc au Québec. Et donc, on a profité du fait d'être aux alentours de Boston pour aller les voir parce que c'était 5 heures de route. 5 heures de route en Amérique du Nord, c'est rien. Sachant que la route entre Keene et où on est parti et Bécancour et Nicolet, Bécancour, pardon, c'est 5 heures en ligne droite, avec un arrêt au milieu pour le poste aux frontières.
Dans mes Ouais. souvenirs, je peux encore me tromper, 2006 c'est un peu loin. Mais on y reviendra dans une prochaine émission, je On y crois. reviendra dans une prochaine émission, mais 5 heures de route, c'est rien du tout. Et donc, on a passé Voilà. 48 heures au Québec. Et j'ai notamment mon plus gros souvenir, en dehors d'avoir vu les amis de mes parents et leur famille, mon plus gros souvenir, c'est d'être resté quelques heures au bord du Saint-Laurent. J'ai vu ce paysage-là, là, avec le Saint-Laurent, le pont et Trois-Rivières au loin. Et dans ma tête, ça a fait, je vais revenir. Un jour, je reviendrai. Un jour, je reviendrai. C'est resté très flou dans ma tête. C'est un jour, je reviendrai. De base, c'était je reviendrai pour faire du tourisme, pour découvrir le Québec. Sauf que l'expérience ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. On va y revenir. Voilà. Ce qu'on peut retenir de cette question, c'est que c'est pas venu de nulle part. Il y a eu un déclic. Et le déclic, c'était 10 ans avant. Et je suis très très fier d'avoir 10 ans plus tard fait le saut. Parce que ça s'appelle faire un saut. Ah bah, pas un petit quand même. Là aussi, pas un petit. Pas un petit. Voilà. Donc du coup, en fait, t'as pas eu le coup de cœur et tu t'es pas dit que t'as eu un rêve et puis ça y est, ah bah demain, dans le sens temporel, hein. Demain je pars, ça y est, je quitte tout et puis je pars au Canada, quoi. Ce n'est pas un rêve en une nuit, non. Non, mais c'est une réflexion qui a mûri dans ta tête, Ça a maturé dans un coin de ma tête, mais je l'ai presque oublié pendant un peu moins de 10 ans. C'est-à-dire que ça a tourné en tache de fond. Ça tourne, mais voilà. Ouais, ça reste là, mais ça fait pas de bruit. Et puis au bout d'un moment, ça explose. Et c'est ce qui s'est passé en 2015, mais on va y revenir. C'est comme beaucoup de projets en fait, pour comparer. On a beaucoup de projets comme ça, on se dit, on y pense. Puis on se dit, on n'est pas dans le mood, on n'est pas dans l'esprit pour le faire. Et puis bah, à un moment donné, on a l'opportunité et puis on se dit, allez, je la prends et puis on verra ce que ça donne. Et j'essaye. Plus qu'une opportunité, c'est un alignement de planètes, autre chose. Mais encore là, on va y revenir. Pourquoi j'ai monté ce projet-là? Il y a des raisons. C'est pas venu de nulle part, encore une fois. Donc, on va dire que le temps passe. C'est-à-dire, donc tu dis qu'elle traîne en tâche de fond, pour comparer. Oui, c'est ça. Justement, qu'est-ce qui a fait que, comme ça, cette idée qui était en tâche de fond, et elle est revenue sur le devant de la scène pour toi et quel a été du coup ce déclencheur qui t'a dit « Ah, faut peut-être que j'y réfléchisse un peu plus sérieusement ». Le déclencheur est arrivé à la fin de l'été 2014. Depuis ce premier contact, il se trouve que je rencontre la personne qui va devenir mon épouse quelques années plus tard. Et le fait est que ça s'est très bien passé assez vite. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne pense pas que ça vous intéresse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé très vite à la conclusion que si on voulait que ça fonctionne, il y aurait l'un de nous qui devrait bouger. Et il est arrivé encore plus vite la conclusion que ça allait être moi et pas elle. Alors pourquoi ? C'était les diplômes québécois qu'elle possédait ne seraient pas forcément reconnus en France pour des équivalences, même si, et je tiens à le préciser avant que les commentaires partent en flammes, il y a des ententes entre la France et le Québec, notamment au niveau des études, c'est-à-dire que tu peux faire valoir des diplômes français au Québec, mais tout ne fonctionne pas et ça dépend du sens, etc. C'est assez compliqué de faire valoir ces expériences, comme n'importe où. Même quelqu'un en France qui veut faire valoir des expériences qui ne sont pas forcément sanctionnées par des diplômes, c'est compliqué. Alors imaginez entre deux pays. Les ententes existent, mais tout n'est pas parfait, comme partout. On n'est pas en train de dire que la France est mauvaise et le Québec est génial. On se détend, tout va bien. Donc, on est arrivé à cette conclusion-là. Et deuxièmement, là par contre, ça va faire un peu plus mal à la France, mais c'est la réalité. Je ne me voyais pas, ma femme, dans l'enfer, parce que c'est un enfer, des cartes de séjour en France. Pour ceux qui ont envie de se renseigner, demandez où renseignez-vous avec des articles, etc. Des gens qui potentiellement campent devant la préfecture pour faire renouveler leur carte de séjour. Vous verrez, c'est pas forcément très drôle. Face à ces deux constats, on a dit très très vite que ça allait être moi qui allais bouger parce que y avait plus d'opportunités ici, globalement, et que de toute façon, ma vie personnelle et professionnelle allait un peu nulle part en 2015, c'est-à-dire que j'étais sur la région parisienne et que ça fonctionnait pas très bien. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, t'as pas grand-chose à perdre, à la limite, tente ta chance au Québec, et aujourd'hui, je regrette absolument pas. En janvier 2015, donc quasiment jour pour jour, un an avant d'atterrir,
où on a dit bon bah on va mettre tout bout à bout pour que l'expatriation se fasse. Alors petit point rapide, l'expatriation c'est un mot très utilisé en France, mais pour simplifier on pourrait dire immigration pour que ce soit plus juste. Inclusif pour tout le monde et plus juste surtout. Parce que l'expatriation au final ne recouvre qu'une partie de l'immigration, alors que l'immigration c'est tout. Voilà, donc ça s'est décidé en 2015 et à partir de là il y a 1 an de préparation et c'est là qu'on entre dans le dur et qu'on va s'amuser beaucoup pendant cet épisode. Exactement, justement, on va rentrer directement dans le bain. Et moi j'aimerais bien savoir du coup quelles sont les personnes qui t'ont accompagné dans cette démarche. Alors aussi bien en France que dans ton pays d'accueil, du coup le Canada. Qui est devenu le mien. Donc qui m'a accompagné? En fait, pas grand monde, dans le sens où j'avais pris rapidement la décision personnelle cette fois-ci de ne pas parler de mon expatriation ou mon immigration trop tôt. Pour éviter, ce qui est quand même arrivé un petit peu, mais pas beaucoup, pour éviter les oiseaux de mauvais augure qui vont me dire que je vais pas y arriver. Donc c'était une démarche très personnelle. Les personnes qui m'ont accompagné, en premier chef évidemment c'est Véronique, ça c'est sûr. Pendant toute cette année de préparation, je l'ai bombardée de questions tous les jours sur la culture québécoise, sur comment ça se passe, Je l'ai bombardée. Elle avait un pavé comme ça de questions tous les matins sur Skype à l'époque, où je pouvais poser des questions sur tout et n'importe quoi. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais j'ai des questions aussi bêtes que pourquoi les taxes, pourquoi les prix affichés dans les supermarchés ne sont pas en taxes comprises. Bon, très con. Donc voilà, il y a eu cette partie-là, et à partir de là, globalement, en dehors de quelques amis, on finit par le savoir, en dehors de ça, personne ne l'a su. Il y a énormément de gens qui ont découvert que j'étais parti au Canada quand j'ai publié mon premier statut sur Facebook, bien arrivé au Canada, tout va bien. Et t'as plein de gens qui ont fait « Ah, d'accord, ok, il est parti !» Voilà, parce que j'avais fait le choix de garder pour moi ce projet pour éviter au maximum les oiseaux de mauvais augure, notamment du côté de ma famille biologique, mais ça, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais ça s'est pas forcément très bien passé. Donc, globalement, en dehors de Véronique et de mes très proches à Paris, vraiment très proches. Très peu, quoi. Moins de 10, hein. Franchement, moins de 10 personnes. Même le jour du départ, je suis allé à l'aéroport avec des personnes que j'appelle ma famille de cœur, donc qui m'ont accueilli à Paris quand j'ai eu besoin d'y aller. On est allé à 6h à l'aéroport à Roissy, on y reviendra. Et puis c'était tout, quoi. On est allé à 4 à 5h du matin, à se lever à 5h du matin, arriver à 6h à l'aéroport et blablabla. Bref. Donc non, il y avait très peu de personnes qui le savaient et c'était volontaire. Et c'est peut-être pas plus mal finalement. Parce que une immigration, une expatriation, qu'elle soit familiale ou personnelle, c'est un projet égoïste. C'est un projet personnel, mais c'est un projet au-delà du projet personnel, parce que tout le monde a un projet personnel dans la vie. Mais c'est un projet égoïste. Si tu commences à te dire oui, mais mes parents vieillissants, oui, mais mes amis, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc., c'est cuit. Tu vas le perdre, ton projet. C'est mort. Tu penses qu'à toi. C'est pas naturel pour un être humain d'être égoïste, en théorie, mais non, c'est un projet égoïste, c'est pour toi que tu le fais, personne d'autre. Et après, on viendra peut-être sur les bonnes et les mauvaises raisons de le faire, mais c'est un projet égoïste, absolument. Et très peu de personnes le savent. Ok. Et c'était bon. Et ben du coup, on va enchaîner sur une question qui va reprendre peut-être un petit peu ce que tu as dit, donc... on va parler des conseils que tu donnerais à quelqu'un du coup qui veut se lancer dans l'aventure. Après, il faut savoir oui que ces conseils-là, c'est par rapport à ton vécu, hein. Donc il peut y avoir des conseils qui vont varier d'un témoignage à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille aussi d'aller lire. Chaque parcours est unique. Voilà, c'est ça. Chaque parcours de départ est unique. Alors, le premier d'entre eux, j'y venais déjà un petit peu, le premier d'entre eux, c'est de ne pas partir pour les mauvaises raisons. Je vais essayer d'être très concret. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Les mauvaises raisons, c'est de partir pour fuir. Tu pars parce que tu veux mettre derrière toi ton surendettement ou tu veux mettre derrière toi des gens qui te défoncent la vie, etc. Si tu t'expatries juste pour fuir,
c'est un très bon moyen d'échouer, c'est-à-dire que tes problèmes finiront toujours par te rattraper d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une très mauvaise raison. Quand vous partez, quel que soit le parcours, quelle que soit la raison, quel que soit le visa que vous prenez, partez en ayant réglé un maximum de trucs, même mentaux, hein, je ne te parle pas simplement de problèmes administratifs. Réglez un maximum de trucs avant de partir pour avoir l'esprit léger et pouvoir vous tourner vers votre pays d'accueil et ce que vous voulez y vivre. Ça, c'est le premier des conseils. Le second, c'est d'être certain d'avoir de l'argent devant vous, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que quelques milliers d'euros, bon, bah, ça dépend dans quel pays tu vas et pour quelle raison, hein, évidemment, avec quel visa, etc. C'est toujours la même chose. Mais partez pas sans rien dans la poche, ça c'est très clair. Je pense que ça, c'est les plus gros conseils. Ensuite, effectivement, pour le reste, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que si... Alors, il y a un petit truc que je voudrais défaire tout de suite, par contre. Maintenant que j'y pense juste là. Ne pensez pas que c'est une question d'être fort ou faible psychologiquement. Ça n'a aucune espèce d'importance. Si votre projet est solide, s'il est réfléchi, s'il est balisé, parce que ça c'est encore autre chose, vous vous en sortirez avec les bonnes personnes aussi également. Oui, quand je dis que le projet doit être balisé, parce que c'est aussi un conseil, c'est-à-dire que à titre personnel, j'ai mis des jalons dès le début. C'est-à-dire que je ne me voyais pas habiter ailleurs que dans un appartement avec ma future épouse et qu'on soit que nous, pour que je puisse m'habituer tranquillement. Je ne me voyais pas ne pas travailler très rapidement. Ça, c'était les deux conditions pour lesquelles j'aurais accepté de partir. Et elles étaient remplies toutes les deux quand je suis arrivé. 10 jours après mon arrivée, j'étais derrière un bureau en train de travailler. Après, chacun est juge, chacun a un parcours différent. C'est sûr qu'on ne va pas demander la même chose à quelqu'un qui vient travailler en permis vacances-travail que quelqu'un qui a un visa étudiant qui doit faire ses études en même temps. Il y a des modus operandi et des conditions différentes pour chaque visa. Je ne sais pas si on fera une émission sur les visas ou quoi. Ouais, peut-être un jour. Bah, écoute, si certains sont intéressés, pourquoi pas nous l'indiquer dans les commentaires. Voilà, c'est un partage, donc il ne faut pas hésiter à nous dire ce qui vous intéresse. Les conseils généraux, ce serait cela. Si vous avez des questions, si vous cherchez d'autres conseils plus précis, l'espace commentaire est là. Voilà. C'est ça. Et ben du coup, maintenant, tu as préparé, du coup, tu nous dis que tu as mis 1 an. Au bout de cette année, tu as dû donc te préparer tes petites affaires. La préparation, on peut peut-être essayer de détailler un petit peu la préparation. Et comment tu t'es préparé du coup ? Voilà, comment je me suis préparé. Alors, la première chose que j'ai faite, le truc, c'est qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est bien gentil de prendre la décision de dire on y va, ok, très bien, mais il faut faire les choses dans un certain ordre. En tout cas, moi, je l'ai fait dans un certain ordre. La première des choses, ça paraît évident, mais ça doit avoir un passeport à jour, enfin valide, mais pas que pendant la durée du séjour. Moi, j'ai refait mon passeport, parce que le mien était expiré depuis... Il était expiré, et quand j'ai fait la démarche, il aurait expiré, je ne sais plus, quelques jours après mon arrivée. Quelques mois, pardon, après mon arrivée au Québec. Donc ça, c'était pas possible, j'ai refait mon passeport. Donc, pour qu'il soit valable pour 10 ans, donc ça, c'était la première chose à faire. Ensuite, et c'est là qu'on va rigoler, clairement, ensuite, c'est qu'il fallait obtenir le visa. Eh oui. Et c'est là qu'on va rire, parce que ma procédure en 2016, qui, je le répète, et je vais le répéter aussi autant de fois que nécessaire dans tous les épisodes auxquels on va en parler, cette procédure, telle que je vais la décrire, n'existe plus. D'accord ? Les PVT existent toujours, la procédure n'est plus la même. Moi, quand je l'ai passé, c'était un système de loterie indirecte, c'est-à-dire premier connecté, premier servi. D'accord ? Quand j'ai passé les rondes pour obtenir le permis vacances-travail, alors, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est le permis vacances-travail ? C'est un permis ouvert qui te permet de travailler avec n'importe qui, sauf dans certains domaines prédéterminés, au Canada, pour le Canada, parce qu'il y a d'autres pays qui utilisent le PVT, dont l'Australie, par exemple. Donc c'est un permis ouvert qui te permet de travailler avec n'importe qui au Canada, en dehors de quelques domaines particuliers, comme s'occuper de la petite enfance, la puériculture, etc. Bon. Nous, c'était une loterie indirecte, c'est-à-dire à tel jour, à telle heure,
tu te connectes au site du gouvernement et si tu es assez rapide avec ton dossier et que tu as cliqué suffisamment vite sur envoyer, tu obtiens ton visa. Je vois ton sourire, mais tu vas voir que tu vas rigoler un bon coup là. Il y avait 3 rondes. 3 rounds à ce moment-là, 3 rondes. La première ronde, je l'ai complètement ratée, la deuxième aussi. La troisième, sur 3, se déroulait le jour de mon anniversaire. Donc là, je peux te garantir que j'ai croisé tout ce que je pouvais. Et je l'ai obtenu. On pense que j'ai obtenu un des derniers visas de la 3e ronde, le 21 avril 2015. Donc ça, c'était 4 mois après notre décision en disant c'est moi qui viens. Donc, j'ai tout misé sur un putain de clic à la con. Et ça a marché. Le clic. Ça a marché parce que on a été. Non, ça a marché parce qu'on était assez rapide. Parce que je dis on parce que Véro était là aussi. Elle a suivi toute la procédure. Parce qu'on a été assez rapide. La 3e ronde s'est passée. J'ai obtenu donc le jour de mon anniversaire, quasiment en pleine nuit, la confirmation que c'était fait, que j'avais la lettre, que j'avais droit au visa et que j'avais la lettre d'introduction. Donc à partir de là, j'avais 1 an pour venir. Déjà, le premier gros coup de chaud, il est là, tu vois. En disant, ça passe, je sais pas trop à quoi, j'allais dire au poil de fesse, mais pas loin. Au clic, quoi. Ça passe au clic, à un cheveu. Voilà. À un cheveu, c'est ça, je cherchais l'expression, je la trouvais pas. Ça, c'est passé à un cheveu. À partir de ce moment-là, je savais que j'avais 1 an pour venir. Et tu as 1 an pour te présenter à la douane canadienne en disant je veux rentrer dans le pays. J'ai un permis de 2 ans, laissez-moi entrer s'il vous plaît. Bon. À partir de là, il a fallu se poser la question de comment je déménage. Il a fallu se poser la question de à ce moment-là, Véro n'avait pas d'appart, donc faut trouver un appart parce que voilà, ça c'était une condition sine qua non. Et donc à partir de là, la préparation commence. Et les 3 questions ont été les suivantes. 1, avoir suffisamment d'argent devant moi pour m'en sortir pendant les 3 premiers mois et voire plus loin si on peut. 2, on déménage comment. 3, où est-ce qu'on atterrit. Voilà. Donc ça s'est fait de façon fluide parce que j'ai pris une compagnie de déménagement qui est habituée au déménagement France-Canada. Ils font pas que ça, mais presque. J'ai fait le choix du transfert par bateau qui est plus long mais moins cher. Et pour le reste, j'ai tout mis en carton quelques jours avant de partir, 1 semaine avant de partir. Je crois que je suis resté 1 semaine sans presque rien. Et voilà, à partir du moment où le visa est obtenu et que j'avais pas grand-chose à m'occuper, bon, si ce n'est qu'il fallait fermer tous les comptes, les comptes aux entreprises, téléphones, machin, bazar, et le fermer de la bonne façon pour éviter les emmerdes. Parce que fermer un compte d'électricité, ça va, mais fermer un compte de téléphonie mobile, c'est pas la même chose. Comme quand on déménage, en fait. C'est voilà, la même galère. C'est pas que c'est une galère, c'est qu'il faut faire les choses bien. Donc au final, il n'y a pas une grand chose de plus entre le moment du visa et le moment du départ, si ce n'est que faut être sûr d'avoir l'argent, il faut acheter le billet d'avion en dernier, ça c'est un conseil de plus que je donnerais, parce que acheter le billet d'avion en premier et s'astreindre à des dates, c'est complètement con. Pourquoi je suis arrivé le 13 janvier 2016 ? Parce que j'ai voulu éviter les non-promos de Noël, c'est-à-dire que les billets explosent à Noël le premier de l'an, donc on a dit tu partiras après. Voilà. Et donc la préparation, elle s'est résumée à on ferme tout, on prévient les gens qui doivent être prévenus. À partir de là, il a fallu un peu plus ouvrir le fait que je partais, c'est-à-dire qu'il a fallu annoncer à ma famille à peu près, j'ai annoncé à l'été 2015 que je partais pour, oui c'est ça, 4-5 mois avant, parce que j'avais plus tellement le choix, faut qu'à un moment ils se demandent pas où est-ce que je suis passé. Finalement, ça a été assez rapide parce qu'il fallait tout faire en même temps. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon compte en banque au Canada avant de partir. Par exemple, chez Desjardins, parce que tous les expatriés, tous les immigrants vont chez Desjardins ou presque. Parce qu'ils nous font des fonds d'or en disant « Vous inquiétez pas, on fait tout avec votre banque. » Oui, effectivement, ils ont contacté ma banque et puis le compte s'est ouvert un peu tout seul. C'est cool ça. Mais ça, c'est des petits détails qui n'ont pas vraiment d'importance. L'important à retenir, c'est que effectivement, il faut tout préparer en même temps et tout n'est pas rose à ce moment-là. Parce que, en tout cas dans mon cas, je le répète, c'est mon vécu, c'est pas général, ok ? Dans mon cas, j'ai passé des soirées au téléphone à dire à Véronique, on n'y arrivera jamais, j'y arriverai pas, je m'adapterai pas. Enfin, elle a dû faire un gros
gros travail de mais si, ça va bien se passer, etc. Il a fallu Te me remonter le rassurer, moral. quoi, en fait, Non, mais psychologiquement. non seulement me rassurer, et on 3 fois la même phrase, non seulement me rassurer, mais me convaincre que j'étais capable, parce que ça aussi, c'est une vérité qui fera peut-être mal à entendre à certains, mais en France, on va souvent te dire que les choses sont impossibles au lieu de te laisser essayer. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Chacun est juge. Mais moi, j'ai été pétri là-dedans en disant ne pas sortir des cases, faire ce que la vie nous dit de faire. Non, non, non. L'expatriation, l'immigration, c'est hors des cases. Vous entendrez beaucoup d'a priori. Quel que soit le pays ou la région où vous allez, parce qu'on parle d'expatriation et d'immigration, mais quelqu'un qui change de région, c'est la même chose. C'est T'as pareil. pas besoin de quitter le pays pour que ce soit Ah non. compliqué. Et donc voilà, donc la préparation, le conditionnement moral, parce qu'il y en a besoin, d'autant plus que j'avais fait le choix de ne pas en parler autour de moi pour être tranquille, et l'expérience m'aura donné raison globalement, encore aujourd'hui d'ailleurs. Si ça vous intéresse, on pourra revenir en détail là-dessus, sur ce que j'appelle les corbeaux. La préparation au final n'est pas très compliquée dans le PVT, c'est-à-dire que le PVT te permet de travailler et d'être en vacances en même temps. Alors, la plupart des gens qui prennent un PVT, concrètement, beaucoup de gens qui prennent ce visa-là font le tour du Canada pour se donner une idée du Canada et après bossent comme des dingues pour la résidence permanente, mais on en parlera probablement à un autre épisode de ce qu'est la résidence permanente et potentiellement la citoyenneté, mais ce sera pour plus tard. Voilà. Au Canada, je précise encore. Au Canada. Les cultures, c'est France-Canada. Hein. Ça va être un petit peu difficile de faire en dehors. On va essayer, hein, si des fois c'est possible, de faire des parallèles. Pourquoi pas vous proposer aussi d'autres lieux, d'autres sites, des témoignages. On essaiera d'en trouver. Après, il faut savoir aussi qu'on a sur YouTube, vous avez des chaînes qui parlent de ces sujets-là, avec des gens qui ont vraiment vécu l'expérience dans les pays concernés. Et franchement, il n'y a rien de mieux qu'un témoignage authentique d'une personne, que ce soit à l'écrit ou en vidéo, réel, que par des paroles de gens qui disent « alors c'est peut-être comme ça » ou « alors peut-être… » Non. Vaut mieux se fixer avec des témoignages, avec des écrits. C'est la meilleure façon de découvrir. Avec les sites officiels. Quand vous prenez des marques, sites officiels. Exactement. Toute source officielle est meilleure en sachant que vous aurez des infos à jour. Vous aurez vraiment des conseils très simples, hein, mine de rien, quand on va regarder sur les sites gouvernementaux, le consulat, tout ça. Vous aurez des informations claires, précises, avec des numéros de téléphone spécifiques, avec des conseils dédiés. Enfin, franchement, j'ai envie de dire que c'est des démarches qui peuvent paraître compliquées, mais elles sont globalement, mais si tu as la volonté... On a les bons outils, en fait. On a des outils à disposition qui sont quand même bien faits. Faut pas non plus... on peut pas taper là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous encourager à les lire au pied d'un érable pour ça, parce qu'il y a quand même un retour de 4 ans. Dans la description. Dans la description, voilà. Cette préparation t'a pris 11 mois. Elle m'en a pris 12, hein. Clairement. On va dire un an. Une année. Ça m'a pris un an. Donc t'as fait tes cartons. Ouais. T'as préparé ta petite valise. Qu'est-ce que t'as emmené dans ta petite valise? Ah, qu'est-ce que j'ai emmené dans ma valise? À part des fringues, pratiquement rien. Dans ma valise orange, parce qu'elle était orange, parce que je voulais qu'elle se voie à la sortie de l'aéroport, j'avais pas envie qu'elle soit noire comme tout le monde et que je me demande si j'ai pas loupé. Alors c'est ma valise. Ouais, non, c'est ça. Donc elle était orange pétante, tu pouvais pas la rater. Peut-être qu'un jour je ferai une photo sur Instagram pour vous la montrer, ça pourrait être rigolo. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans ma valise? À part des fringues et les quelques petits trucs qu'on a pu me donner avant de partir, ou les quelques trucs que j'ai oublié de mettre dans les cartons, rien du tout. J'avais pratiquement rien sur moi à part de quoi me changer pendant une semaine, voire 2. Je crois que c'était 2 semaines. Pour que ça tourne, quoi. Mais ouais, non, il y avait pratiquement rien. Pourquoi? Parce que limite de poids. Limite de poids, j'avais pas envie de me prendre une taxe dans la gueule. Donc c'était une valise extrêmement légère, avec pratiquement rien dedans. Ouais, voilà. C'est salé, hein, pour avoir... c'est salé, les excès de bagages, c'est assez terrible. Et donc, surtout que j'avais pris Air Transat, qui est une compagnie low cost, parce que les prix sur Air France étaient incroyables à l'époque. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui.
Air France, c'est un peu la compagnie nationale, donc Ouais, c'est ça, voilà. Air Canada ici, ouais. Pareil. Donc ouais, ma valise était extrêmement légère, il n'y avait pratiquement rien dedans. En gros, j'avais ma valise orange, donc avec mes fringues et quelques petits machins, et un sac de cabine très petit, un petit sac à dos, tout petit, avec mon téléphone, mes chargeurs qui ne servaient pas à grand chose parce que les prises sont pas les mêmes ici, bref. Tous mes petits machins et mes papiers dans mon sac à dos, parce qu'il n'était pas question que je farfouille dans ma valise devant le douanier. Un peu normal, quoi. J'avais pas envie. Ah, disons, il a de sacrés caleçons celui-là. Bref. Ah, mais c'est quoi ces chaussettes à pois là? Non, voilà, donc je suis Le parti minimum. avec ma petite valise. Voilà, le Comme minimum, si tu partais en vacances, en fait, finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le nécessaire de toilette en moins, parce que je savais que tout était petit. Oui, non, mais voilà. Mais voilà, oui, c'est exactement ça. Je suis parti pour 15 jours. Et je précise que le reste de mes affaires, dont la deuxième partie de mes fringues, et le reste de mes effets personnels qui, quand même, ont été mis dans un conteneur de, je sais plus, je crois que j'avais 9 mètres cubes, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais 9 mètres cubes que je pouvais remplir comme je voulais. Mais ces 9 mètres cubes, il y avait une partie de mes fringues, mes affaires. Ouais, il y avait tout le reste, quoi. Voilà. Il y avait tout le reste, mais c'est là où je voulais en venir. Ça, c'est arrivé 1 mois et demi après moi. C'est arrivé 6 semaines après moi. Donc il fallait quand même prévoir notre coup oui, c'est avec ça. Véro pour que je me retrouve pas. Bon, c'est sûr qu'on a acheté quelques trucs pour que ça puisse aller. Effectivement, j'ai acheté des fringues pour mon premier boulot, etc. Mais effectivement, on a prévu un peu notre coup et non, j'avais une valise plutôt légère finalement. et mon petit sac à dos, d'Akin là avec, qui était vraiment tout petit, je crois qu'il était haut comme ça. Ah ouais, le petit sac à dos, quoi, vraiment. Vraiment le petit sac à dos que tu peux mettre sous ton siège cabine. Hein. Vraiment, c'était fait pour. J'avais cherché les dimensions, etc. Ouais, c'est imposé en fait, ouais, en plus, ouais, maintenant. Ouais, ça s'est imposé parce que sinon c'est un bagage de plus et tu payes et ça fait chier, quoi. Donc, Et ça aussi, c'est pas donné. Donc, non. Donc non, c'est clair que c'était comme ça. Donc du coup, ouais, la petite valise, les affaires sont arrivées après. Bon, bah ta valise est prête, on va à l'aéroport. Ce que je te propose de faire, c'est que tu vas partir. On va finir cet épisode sur ton départ au Canada. Ouais, c'est ça. On va laisser un petit peu de temps passer, hein, on va vous dire un petit peu dans quelques jours, et puis vous aurez la suite dans le prochain épisode. T'en arrivé sur le sol, hein. C'est ça, et a priori, bon après, on a l'air d'y réfléchir là, mais c'est préparé. Mais fallait pas le dire, ça. Oui, mais c'est très drôle. Moi, ça m'amuse de déconstruire les mythes, c'est très drôle. Donc oui, vous aurez l'atterrissage dans quelques jours quand la deuxième partie sortira. Bref, le départ en tant que tel était le 13 janvier 2016 et je tiens à préciser que je fête toujours ce jour-là, tous les ans. Je fais jamais grand-chose, hein, mais en gros, je me fais une bonne bouffe. C'est symbolique. Tous les ans, c'est symbolique, c'est ça. Je reviendrai sur la symbolique dans l'épisode 2, vous verrez. Allez, teaser. Ok. Le jour du départ, la veille, ça faisait quelques jours à ce moment-là que j'avais quitté mon appartement en région parisienne parce que le déménagement était fini, etc. Donc j'avais fermé ce chapitre-là. On ferme tout doucement le bouquin. C'est ça, on ferme tout doucement le bouquin. Et puis j'ai passé mes derniers jours en France chez ma famille de cœur, comme je l'appelle, chez mes amis, qui sont toujours dans le 77. Hein, c'était au même endroit quasiment, mais je n'étais plus chez moi. Et donc le 13 janvier au matin, je me lève à plus 5h du matin. On part de chez eux à 5h du matin. Donc, je me suis levé encore plus tôt que ça. Mais il n'y avait plus grand chose à faire. J'avais plus qu'à me préparer et à partir. Et j'ai de très vagues souvenirs de cette journée. Ça, il faut le dire dès le début. Cette journée-là, c'est pas que c'est un blackout, mais c'est pas loin. Parce que c'était une journée de 30 heures. Ce qui fait que je n'ai pas énormément de souvenirs. J'en ai régulièrement qui me reviennent en tête au fil du temps. C'est-à-dire que vous m'auriez posé la question en 2017, je vous aurais dit que je ne me souviens pas, alors qu'en 2020, j'ai quand même beaucoup plus de souvenirs.
Donc je pars de chez ces personnes-là, de chez ces grands amis à 5h du matin. Le trajet est silencieux, parce on sait tous dans cette voiture qu'on va pas se revoir avant très longtemps. Le fait est que je suis pas rentré en France depuis, donc c'est absolument vrai, en dehors de la visio comme aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on est triste? Bien sûr. C'est triste de quitter les gens qu'on aime, c'est très difficile. Et on va à l'aéroport un peu silencieusement, on prend quelques photos à la sortie de la voiture, et puis dans l'aéroport, on partage rapidement un déjeuner, et puis on prend quelques photos, et puis vient le moment où il faut se séparer. Alors là, c'est prise de larmes. Voilà, c'est encore très difficile d'en parler, je crois que ça se voit. Et voilà, c'est un chapitre qui se ferme, et il se ferme presque... Pour moi, il se ferme difficilement, mais brutalement, dans le sens où, là, t'y es, tu peux plus reculer, là. Là, tu l'as fait, ça fait un an que tu prépares ton truc, t'es le jour où t'y es, là. T'as l'élastique, t'es prêt à sauter. Ouais, t'es prêt à sauter, et tu fais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais ici? Vous vous foutez de ma gueule, je vais pas le faire. Bah si, tu le fais. On t'emmène, du fait de mon handicap, on m'emmène dans le hall où je dois attendre. Et l'attente commence. Et elle est longue. Elle est longue en maudit parce que ça dure des heures. On te fait venir. Je sais plus, je crois que c'est 3 heures avant. Donc ces 3 heures-là, t'es en train de gamberger. Moi, oui, ils imposent 2-3 heures. Ouais, je crois que c'est 2-3 heures. Et donc je suis là, au milieu du hall, au milieu des gens. Mais je suis dans une bulle monstrueuse. Parce que je suis là, je fais, mais t'es en train de faire quoi? J'ai mes écouteurs sur les oreilles, j'ai ma musique préférée dans la tête pour éviter de pleurer en permanence. Pas de tristesse, de la tristesse il y en a, mais pas de tristesse, mais de peur. En disant, mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Qu'est-ce que tu fais? Et il se trouve que ce jour-là, ça c'est une anecdote, je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais pas s'il est d'accord que j'en parle. Donc j'ai croisé un de mes futurs clients en rédaction qui partait dans le même avion que moi pour le Canada pour ses propres affaires. Donc, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais dans le tarmac d'attente. Donc t'étais quand même rassuré, quoi. T'étais t'étais tout seul dans ta démarche. Rassuré, non, parce que lui, c'était des démarches commerciales, ça n'avait rien à voir avec l'immigration. Donc non, je me rassurais pas du tout. Non. Et avant de parler de l'atterrissage, on va finir un peu là-dessus. C'est comment j'ai vécu les 8 heures de vol. Parce que on avait vu avec Véronique que la plupart des vols faisaient 6 heures, le mien en faisait 8. Voilà. Donc 8 heures en haut. Alors je vous pose le contexte. On va s'arrêter là et vous allez nous tuer parce que putain il s'arrête là, c'est con. Je vous pose le contexte. C'était la 2e fois de ma vie que je montais dans un avion. D'accord? C'était la première fois de ma vie que je montais seul dans un avion. La dernière fois, c'était en 2006, quand je suis parti avec ma mère aux États-Unis. En famille, je suis parti avec ma mère voir mon frangin aux États-Unis. Je n'avais pas repris l'avion après, et je ne l'ai pas repris depuis. D'accord. Donc, deuxième, et ma plus grande peur, et finalement, vous vous en doutez, c'est si l'avion s'écrase. Et pendant 8 heures, j'ai tourné comme ça. On a tous des craintes en fait en avion. Et je pouvais pas contacter qui que ce soit parce que quand t'es en l'air, tes téléphones ils sont éteints et puis c'est tout quoi. Et je suis là, je suis dans le bout de mon allée, là, dans mon espèce de KGB parce que les sièges de classe éco. Comme ça. C'est comme les Ouigo, hein, c'est tout petit en fait. C'est tout petit, mais bon, c'est fait comme ça. Hein, j'ai rien contre. Donc j'ai passé 8 heures à me demander et si je l'écrase. Clairement, c'était ça. J'ai tout essayé. J'ai essayé de dormir, pas moyen. J'ai regardé peut-être 3-4 films. J'ai regardé les James Bond de Daniel Craig. Donc j'ai regardé les 3 parce que Spectre venait de sortir, donc j'ai regardé les 3, j'ai regardé Quantum of Solace, Casino Royale, Quantum of Solace et Spectre pour essayer de m'occuper, mais j'en avais rien à foutre parce que mon cerveau tournait à fond. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là dans cette carcasse? Et puis au bout de 4-5 heures, t'as un bébé qui était pas bien parce que les bébés et leurs tympans, les pauvres,
Oui. Donc ça se mettait à pleurer à côté de moi, mais j'étais compatissant et je pense que de mon voyage en avion, c'est le pire souvenir que j'en ai, c'est que j'ai eu peur tout le long, clairement. Et voilà, enfin, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu viens de faire? Putain, mais pourquoi t'as pas fait demi-tour? Pourquoi t'es pas retourné chez tes amis et puis que ça s'arrête? Non, non. Et voilà, donc le vol s'est passé comme ça, il s'est bien passé. Il s'est bien passé, mis à part ma crainte, il s'est très bien passé. Le personnel était génial, se rendait bien compte que j'étais paniqué, donc ils ont essayé de me rassurer. J'avais aussi mes voisins de couloir qui essayaient de me rassurer en disant « Vous inquiétez pas, nous on prend des avions régulièrement, on est encore là. » Puis moi, je leur répondais avec ma naïveté, mais vous savez que je le sais que les avions se cassent pas souvent la gueule, mais quand ils se cassent la gueule, on est tous morts. Enfin, c'était assez terrible. Et puis les 8 heures se passent et j'atterris de mémoire vers midi au Québec et la suite au prochain épisode. C'est ça. Bah écoute, je te remercie déjà pour toute cette émission, toutes les réponses que tu as pu apporter. Comme on l'a indiqué en début d'émission, si vous avez de plus amples questions sur son parcours, sur les démarches, sur pourquoi pas quel site est-ce que tu as utilisé pour te renseigner, site, blog ou chaîne, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous, ou bien sur nos réseaux sociaux que vous trouverez en lien aussi dans la description. Ainsi que les sites, de mon côté, mon site sur l'expatriation et de ton côté, ton blog aussi. On pourra très bien communiquer à partir d'ici. Exactement. Et vous pourrez vous renseigner à partir de là également quand le texte s'y prêtera. Bien sûr. Donc vous pourrez nous retrouver sur Twitter. Donc vous aurez nos liens sur Instagram et donc sur nos blogs respectifs. Donc le mien c'est lescarnetsdesnaïds.com et le tien, peux-tu le rappeler s'il te plaît? L'adresse c'est aupiedsunérable.com, mais ça s'appelle La vie au pied d'un érable. Vous le verrez en description. Exactement. Vous aurez tous les liens. Très facile. Vous aurez tout. Eh bien écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. La suite dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit à bientôt. Bye.